T'es-tu déjà demandé ce qu'il se passe réellement quand tu investis dans des ETF? Tu as probablement vu un peu partout sur YouTube et Internet une sorte de guéguerre entre d'un côté ceux qui investissent dans des ETF et d'un autre ceux qui vont faire du stock picking. Les arguments majeurs qui reviennent, c'est que avec les ETF, tu vas simplement répliquer le marché et étant donné que 80% des professionnels particuliers, etc., ne sont pas capables de battre le marché et font moins bien, grâce aux ETF, tu pourras répliquer le marché. Et d'un autre côté, on a ceux qui font du stock picking qui ont pour argument que battre le marché, c'est pas si difficile que ça et que grâce à ça, on pourrait avoir des revenus passifs. Je ne suis pas ici pour te dire qui a raison, qui a tort, mais plutôt ici pour te faire comprendre ce qui se passe réellement quand on investit dans les ETF et te donner 5 raisons qui font qu'il est hors de question pour moi de mettre un seul euro dans des ETF. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler les raisons qui sont d'ordre éthique mais également de performance qui font que tu ne devrais pas investir également dans des ETF ou du moins pas avant de savoir tout ça. La première raison, et c'est une des plus importantes, vient de un seul mot. Ce mot est communisme. Je vais te donner la définition et tu vas voir que ça fait tout son sens. Selon le dictionnaire Le Robert, le communisme est une organisation fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. Maintenant, si tu regardes bien ce qu'est un ETF, fondamentalement, c'est très simple. C'est une pool de liquidité, okay, donc c'est une sorte de coffre, dans lequel tu vas mettre ton argent pour avoir des parts de ce coffre. Donc on va dire qu'une part de ce coffre coûte 50 euros. Tu vas mettre 50 euros et avec ces 50 euros, l'entreprise qui a créé ce coffre va aller investir dans les 500 plus grosses entreprises américaines, si c'est un ETF S&P 500. Donc toi, tu mets 50 euros dans le coffre, okay, donc ta propriété privée, c'est 50 euros dans le coffre, avec 1000 autres personnes qui vont mettre 50 euros dans le coffre, et l'entreprise va prendre cet argent pour aller l'investir dans une liste d'entreprises qui est l'ETF. Eh bien, techniquement, on supprime la propriété privée au profit de la propriété collective. Alors certes, c'est fait par des entreprises privées, ce n'est pas des entreprises publiques, mais qui dit que ces entreprises n'ont pas un tel pouvoir qu'elles peuvent influencer les décisions politiques. Quand une entreprise possède toutes les entreprises listées en bourse dans un pays, quand ces entreprises sont des actionnaires, de temps en temps même quasiment majoritaires d'entreprises, eh bien ça devient des personnes qui ont le droit de vote, ça devient des entités qui ont le pouvoir de décision et qui ont le pouvoir d'influencer les politiques et les décisions parmi ces entreprises. Donc si ils sont décisionnaires dans les 500 plus grosses entreprises des États-Unis, ils peuvent clairement être décisionnaires dans la politique du pays, parce que la politique vise à faire en sorte que ces entreprises coexistent bien et qu'elles puissent toutes céder et faire monter l'économie, parce que le but politique, globalement, c'est de faire monter l'économie. Donc là, ça donne énormément de pouvoir dans quelqu'un comme BlackRock, Vanguard ou encore Amundi pour l'Europe. Donc il faut vraiment comprendre ça, comprendre que en investissant dans un ETF, tu rétractes ton droit de propriété privée. Tu te rétractes là-dessus, tu le retires pour le donner à BlackRock, pour le donner à Vanguard. Okay, et ça, c'est très important. Ce qui nous emmène au deuxième point, c'est la propriété. La propriété, c'est vraiment la base de la base. C'est la base d'un monde libre, c'est la base d'un monde communiste, c'est la base de la démocratie, c'est la base de tout. Si tu ne peux pas être propriétaire, en soi, c'est comme si on te retirait tous tes droits. On te dit tu peux pas être là, tu peux pas être là, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. On te retire un petit peu tout ce qu'il y a. Et aujourd'hui, en investissant dans un ETF, tu le fais toi-même. Tu te retires toi-même la propriété des actifs pour la donner à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de voir les choses, qui est totalement inacceptable. Okay, c'est totalement inacceptable de retirer mon droit de propriété privée pour le donner à quelqu'un d'autre sous prétexte que 80% des institutionnels ne battent pas le marché. Et il y a un point qui est beaucoup négligé par les personnes, c'est que le communisme n'a quasiment, si ce n'est jamais, été profitable pour le monde, n'a jamais fait évoluer les pays sur du long terme. Il y a toujours un moment où ça a pété, et ça a été également le parti politique le plus meurtrier de l'histoire. Donc à partir de ce moment, tu dois vraiment comprendre que fondamentalement, c'est pas aussi beau que ça puisse paraître et qu'il y a des problèmes qui vont venir. Alors aujourd'hui, les ETF sont relativement nouveaux, mais comment ce sera dans 50, 60, 70 ans si ces entreprises comme BlackRock, Vanguard continuent d'acquérir encore plus de pouvoir, si leur succession, les personnes qui se mettent à les diriger, se mettent d'accord entre eux et deviennent tous psychopathes. Okay,
On ne sait pas ce qui va se passer, leur donner trop de pouvoir, c'est quelque chose de mauvais. Pour te donner un exemple, on va aller sur directement le site Yahoo Finance, ok, et on va aller taper le nom des entreprises pour voir qui possède les actions de ces entreprises. Donc on va prendre par exemple Nike, ok, on va dans Holders, et on peut voir ici que le Top Institutional Holders, Vanguard possède 8% de l'entreprise, BlackRock 7%, et State Street par exemple, eux, possèdent 4%, ok. Donc à E3, c'est quasiment 20% de l'entreprise. Et juste BlackRock et Vanguard, c'est à peu près 15%. C'est quand même assez fou. On va prendre maintenant Apple. Okay, Apple qui est la plus grosse entreprise du monde. En termes de capitalisation boursière, il n'y a pas plus gros qu'Apple aujourd'hui dans le monde. Si on regarde les holders, on a Vanguard pour 8%, BlackRock pour 6%. Les deux représentent 15% de l'entreprise. Ensuite, on va aller regarder quoi ? Microsoft, Vanguard pour 8%, BlackRock pour 7%. Encore une fois, 15-16% dans l'entreprise uniquement par ça. On peut prendre encore plein d'autres entreprises. Hein. On peut prendre par exemple Procter & Gamble. Vanguard 9%, BlackRock 6%. Quand tu fais ce constat, tu comprends qu'il y a un problème, tu comprends que c'est pas normal et tu comprends bien que tu es en train de donner ton droit de vote, ton droit de décision dans ces entreprises. Alors même s'il est minime, étant donné que tu es un petit actionnaire, même si tu as 1 million, 2, 3 millions, 10 millions à investir, tu resteras un petit actionnaire. Mais significativement, symboliquement, ton droit de vote compte, ton droit de vote est important et c'est bien que tu aies ton mot à dire. Si tu donnes ce pouvoir à BlackRock, eh bien, ou à Vanguard, tu as 50 000 autres personnes, 1 million, 2 millions, 10 millions d'autres personnes qui leur donnent le droit de vote et qui leur donnent de plus en plus de pouvoir au sein des entreprises. Et ça, c'est quelque chose de malsain et de mauvais. La troisième raison qui fait que je n'investis pas dans des ETF est tout simplement une raison fondamentale sur ce qu'il y a dans les entreprises. C'est-à-dire que si tu investis dans un ETF S&P 500, tu investis dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Sauf que dans ces 500 plus grosses entreprises, aujourd'hui, si tu prends le PE ratio moyen, je crois qu'il est autour de 25. Ok, 25, 27 par là. Ça veut dire que techniquement, la majeure partie des entreprises sont surévaluées. Pour rappel, une entreprise est censée avoir un PE ratio aux alentours de 15, voire inférieur à 15, quand elle est justement évaluée, voire sous-évaluée. Alors que là, on est à 25, 29, ce qui montre que c'est largement surévalué. Donc c'est investir dans des sociétés théoriquement surévaluées. Ça, c'est un gros problème parce que les sociétés surévaluées, quand ça crache, ce sont celles qui crachent le plus. Et surtout, au bout d'un moment, acheter les entreprises 30 fois les bénéfices, 70 fois, 100 fois les bénéfices, ça ne rime plus à rien et ça ne vaut pas le coup. Okay, c'est comme ça que les bulles se créent et qu'on arrive à des cracks boursiers vraiment énormes. Donc peut-être que sur du court terme, ça a l'air intéressant, mais sur du long terme, c'est un gros frein à la performance et surtout, c'est un gros problème pour tout ce qui est spéculation, toute la création de bulles, et ça peut vraiment faire mal à l'économie si ce genre de choses chute, tout simplement. T'imagines bien que dans ces 500 plus grosses entreprises, tu en as qui ont beaucoup plus de poids. Par exemple, Apple, Microsoft, c'est des entreprises qui ont beaucoup plus de poids, et c'est des entreprises qui sont aujourd'hui cotées à 30, 35 fois, 40 fois leurs bénéfices. Pareil pour Tesla, qui a quand même un poids assez significatif dans l'indice, qui va être coté à 70, 80 fois les bénéfices. On a plein d'entreprises qui montent et qui sont cotées à 70, 80, 100, 200 fois leurs bénéfices que tu vas retrouver dans ces ETF. Et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus avantageux pour toi, tout simplement parce qu'on sait très bien que les entreprises qui sont surcotées, alors que peut-être sur du court terme, elles vont apporter une légère surperformance, mais sur du long terme, il a été prouvé que ce genre d'entreprise sous-performe les entreprises qui, à la base, avaient des PE ratios aux alentours de 10, qui étaient inférieurs à 15. Okay, donc là, c'est vraiment jouer sur du court terme, parce que sur du court terme, oui, peut-être que sur les 1, 2, 3 prochaines années, tu pourras éventuellement avoir un peu mieux que les entreprises qui sont sous-évaluées. Mais sur 5, 6, 7, 8 ans, les entreprises sous-évaluées, en général, elles vont rattraper leur retard et en plus dépasser les autres. Donc sur une horizon de 3 ans, les entreprises surévaluées du S&P 500 vont surperformer. Mais si tu prends ça sur 8 ans, au final, tu te retrouves à avoir les entreprises sous-évaluées qui surperforment largement sur une plus longue période. Donc si tu as un horizon d'investissement de 1 an ou 2, pourquoi pas. Mais bon, après, entre nous, c'est pas que ça vaut pas le coup, mais ça sert à rien d'investir si c'est pour 1 an ou 2. En général, tu investis ton épargne pour préparer ta retraite, pour préparer les prochaines années. Donc tu investis sur 5, 10, 15, 20 ans. C'est vraiment le minimum et c'est vraiment ce qui est important de comprendre pour faire tourner les intérêts composés. Donc là, si déjà, rien qu'avec ça, tu investis majoritairement dans les entreprises surévaluées, parce que le S&P 500, c'est 80-90% d'entreprises surévaluées,
tu te retrouves à avoir 90% d'entreprises qui sont mauvaises, qui sont surévaluées, qui n'ont pas des fondamentaux intéressants et qui en plus, au final, n'auront pas une performance digne de ce nom et l'indice sera tiré juste par 2-3 valeurs. Donc en plus de donner ton pouvoir à BlackRock, tu donnes ton argent principalement à Microsoft, Apple, Tesla, les plus grosses entreprises en termes de capitalisation, qui ne sont pas forcément les entreprises dans lesquelles on voudrait investir à l'heure actuelle quand elles sont surévaluées. Et la quatrième grande raison qui fait que je n'investis pas sur les ETF est liée tout simplement au revenu passif. Okay. Quand tu investis dans une entreprise qui verse un dividende, d'ailleurs si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as accès à la vidéo en description ou là via la petite fiche pour accéder à ma formation sur les entreprises à dividendes. C'est une vidéo totalement offerte qui est sur YouTube que tu peux regarder dans laquelle je te dévoile toute ma stratégie et comment je l'ai mise en place. Okay. Donc parenthèse fermée, aujourd'hui quand tu investis dans des ETF, dans des ETF par exemple S&P 500, tu ne touches pas de dividendes. Alors, tu as certains ETF où tu vas en toucher, mais majoritairement, les personnes investissent dans un ETF S&P 500 ou un ETF MSCI World. Tu ne touches pas de dividendes, ce qui fait que ton seul moyen de tirer de l'argent, d'obtenir un revenu de la bourse, c'est la revente. Maintenant, j'aimerais que tu te souviennes ce qui s'est passé en 2008. Okay. Les marchés se sont effondrés de plus de 60%, ce qui veut dire que si tu avais un ETF S&P 500 et que tu avais un capital de 100 000 euros, okay, que tu avais économisé, que tu avais réussi à monter à 100 000 euros, d'un coup, ton capital serait passé de 100 000 euros à 40 000 euros. Donc, tu as 40 000 euros. Maintenant, tu dois en vivre. Okay, toi, tu te disais, OK, je vais en vivre. Je vais faire ce qu'on dit sur Internet. Je vais retirer 4% de mon portefeuille tous les ans pour en vivre parce que c'est ce qui va couvrir. Sauf que ces 4%, déjà de 1, c'est 4% de 100 000 euros. Donc, tu dois retirer 4 000 euros par an pour vivre. Tu retires ces 4 000 euros, sauf que là, les marchés ont perdu 60%. Donc, tu te retrouves à retirer sur 40 000 euros, 4 000 euros. Ce qui fait qu'en un an, ton portefeuille passe de 100 000 à 36 000 euros. Tu n'as plus que 36 000 euros. Maintenant, l'année d'après, disons que tout se passe bien. Le marché reprend 10%. Très bien, il reprend 10%. Ce qui fait que de 36 000 euros, tu vas passer à 39 600 euros. On dirait à 40 000. Maintenant, l'année d'après, le marché reprend 10%. Tu te retrouves à 44 000 euros. Le marché reprend 10% l'année d'après. Tu te trouves à 48 400 euros. Tu vois où je veux en venir? Tu ne retrouveras probablement jamais tes 100 000 euros. Parce que même si après cet événement, tu décides d'arrêter de retirer ton argent, eh bien, tu te retrouves quand même à ne pas récupérer les 100 000 euros que tu avais. Et si en plus de ça, tu continues de retirer année après année tes 4 000 euros pour vivre, tu t'y retrouves plus parce que tu ne retrouveras, ton portefeuille ne remontera jamais. Alors que si d'un autre côté, tu avais une stratégie, on va dire, à dividende, tu n'as pas forcément besoin d'être 100% dividende, mais une stratégie avec des dividendes, et sur ces 100 000 euros, tu touchais à peu près 5% de rendement de dividende, ce qui est largement faisable avec de l'investissement et avec la stratégie que tu peux retrouver dans la description. Eh bien, tu reçois tes 4 ou 5 000 $ par an, mais tu n'as pas besoin de revendre tes parts. Tu n'as pas besoin de te séparer de 4% de ton portefeuille. Donc, quand le marché a baissé et qu'il remonte, eh bien, pendant toute la remontée, toi, tu n'auras pas revendu, donc tu ne seras pas impacté par l'effet que le fait que ça remonte. Et donc, tu n'auras pas, entre guillemets, besoin de rajouter encore de l'argent ou quoi que ce soit, parce que le marché remontera tranquillement, et quand il aura récupéré les 60% qu'il aura perdu, toi, déjà, de 1, ça se fera beaucoup plus rapidement, de 2, ça se fera, parce que si tu es à l'âge de la retraite et que tu as perdu 60% de ton patrimoine et que tu dois retirer tous les ans, tu arriveras beaucoup plus rapidement à zéro sur ton portefeuille que retour aux 100 000 euros que tu avais. Donc c'est vraiment pour ça que pour moi, investir dans un ETF et ne pas toucher de dividendes, c'est une grosse erreur, surtout pour quelqu'un qui veut avoir une entrée d'argent. Pour quelqu'un qui veut juste avoir son argent, qui travaille et ne jamais le retirer, ce qui n'est pas forcément très utile, étant donné que si tu n'as aucun cash flow, cet argent ne te sert à rien, pourquoi pas. Mais si tu veux espérer en vivre ou avoir un complément de revenu qui te serve à financer ton quotidien, à financer tes retraites, etc., tu as besoin de sortir cet argent. Et si tu le sors quand les marchés sont mal, tombent, eh bien, tu perds ton argent et tu ne retrouveras jamais cet argent. Alors que si tu as un dividende qui arrive, eh bien, tu n'as pas à revendre tes parts et donc comme ça, tu pourras profiter de la remontée quand elle sera là. La cinquième raison qui fait que je n'investis pas dans les ETF, et va y en avoir également une sixième que je te dévoilerai juste après, mais la cinquième, c'est que si tu regardes les portefeuilles des grands investisseurs, que ce soit Ray Dalio, Warren Buffett, Bill Gates, Charlie Munger, ils n'investissent pas dans les ETF. Alors on a Ray Dalio qui pendant un petit moment investissait un petit peu dans les ETF, mais ça représentait 5% de son portefeuille. Ok, 5% du portefeuille. Mais si tu regardes le portefeuille de Warren Buffett, etc., ils n'ont pas d'ETF. Ils n'ont pas d'ETF.
Pourquoi eux font-ils du stock picking? Pourquoi eux sélectionnent des actions alors que tout le monde dit qu'il faut acheter des ETF? Il y a quand même quelque chose d'assez fou. Pourquoi également Warren Buffett aurait déclaré qu'il conseille aux gens d'acheter un ETF? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il part du principe que les gens sont des attardés. Okay, il part vraiment de ce principe que les Américains sont complètement débiles et qu'ils ne sont pas capables d'analyser une entreprise. Alors que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et deuxièmement, parce que lui, il possède du Apple. Okay, 40% de son portefeuille, c'est Apple. Apple, c'est l'entreprise la plus représentée dans un ETF. C'est-à-dire c'est celle qui a le plus de poids dans un ETF S&P 500. Donc quand quelqu'un achète une entreprise, achète un ETF S&P 500, il y a 6 ou 7%, voire 8% de cet argent qui va uniquement dans Apple. Donc ça veut dire qu'automatiquement, plus de personnes achètent ça, plus de personnes vont aller acheter, vont faire monter le cours de Apple grâce à ça. Donc il a tout intérêt à recommander aux gens d'aller investir dans les ETF, tout simplement parce qu'il va être vu comme quelqu'un de bien. Il ne va pas donner un conseil particulier sur une entreprise qui pourrait lui coûter cher. Il va juste dire achetez le marché. Et comme ça, lui, il en sort plus que gagnant. Et tu dois vraiment bien comprendre ça. C'est quelque chose d'important à comprendre, qu'il a vraiment un intérêt à faire ça. Et que au final, acheter un ETF, la majeure partie va aller dans du Apple, etc. Et c'est ce qui va faire monter. Et la sixième et dernière raison, alors celle-là, c'est un peu une raison bonus, c'est que faire du stock picking, c'est pas aussi compliqué que ce que tu peux imaginer. C'est même beaucoup plus simple que ce que tu imagines. On te vend souvent que oui, mais 80% des gestionnaires de fonds perdent. Il faut savoir que n'importe qui peut être gestionnaire de fonds. Être gestionnaire de fonds, être un professionnel de la bourse, des mondes financiers, il suffit juste d'ouvrir une entreprise qui est dédiée à ça et c'est bon, tu en fais partie. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas grande différence avec un particulier. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que, bien sûr, il faut savoir sélectionner les actions. Il faut savoir faire une recherche, il faut savoir comment ça fonctionne. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai enregistré un cours totalement gratuit que tu retrouves sur YouTube. Le lien est dans la description et également sur la petite fiche qui va apparaître ici. Tu peux y accéder. Je te dévoile les 3 piliers de ma méthode pour trouver des actions solides qui reversent des dividendes, qui ont un potentiel de plus-value et surtout qui ont des fondamentaux solides, qui ne sont pas des entreprises qui vont faire faillite du jour au lendemain et qui vont disparaître. C'est vraiment des entreprises en place que tu vois quasiment au quotidien dans ta vie. Donc pour regarder cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous, sur la fiche qui est juste ici. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche un pouce bleu. Dis-moi également en commentaire ce que tu en penses des ETF. Est-ce que tu investis dans les ETF, oui ou non? Quelle est ta stratégie? Et surtout, quelle est ta vision par rapport à ça? Et également, pense à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!